Salut, c'est Cassius de ton Vroly. Écoute, récemment, là, j'ai commencé à essayer de te lire L'adolescent de Dostoïevski, mais finalement, c'est un livre tellement énorme et où il y a des passages quand même un peu casse-couilles, si bien qu'on va revenir à un livre un peu plus court, comme celui que je t'avais lu là, à la fin de l'année dernière, le double de Dostoïevski, que je t'avais lu en entier, donc sur Ouvre ton Vroly, et que j'avais réussi à faire en 13 vidéos. Alors là, je te propose qu'on démarre un autre classique de Dostoïevski, L'Éternel Mari, dont on va lire le premier chapitre tout de suite. Premier chapitre, Veltchaninov. L'été arriva, et Veltchaninov, contre toute attente, resta à Pétersbourg. Son voyage dans le sud de la Russie était à l'eau, et on ne voyait plus de fin à son affaire. Cette affaire, un procès pour le domaine, prenait on ne peut plus mauvaise tournure. Voilà 3 mois encore. Elle avait l'air simple comme bonjour, pour ainsi dire indiscutable. Or, d'un seul coup, bizarrement, tout avait changé. Et puis en général, tout s'est mis à changer au pire. Voilà la phrase de Veltchaninov. Voilà la phrase que Veltchaninov se mit à répéter avec une joie mauvaise. Il s'était adressé à un avocat habile, cher, célèbre, et ne regardait pas à la dépense. Mais par impatience et par méfiance, il s'était mis en tête de s'occuper aussi de son affaire lui-même. Il lisait et écrivait des papiers que l'avocat rejetait du premier au dernier, courait les administrations, les bureaux de renseignement, et sans doute était-il en train de tout gâcher. Du moins, l'avocat se plaignait-il et l'envoyait à la campagne. Mais lui, il avait même refusé la campagne. La poussière, la touffeur, les nuits blanches de Pétersbourg qui mettent tellement les nerfs à vif, voilà quel était son plaisir à Pétersbourg. Son appartement se trouvait quelque part du côté du théâtre Bolchoï. Il l'avait loué récemment, et là encore, ça n'avait pas marché. Rien ne marchait. Son hypocondrie croissait chaque jour. Mais l'hypocondrie, voilà longtemps qu'il y avait tendance. C'était un homme qui avait beaucoup et largement vécu. Un homme déjà loin d'être jeune, âgé de 38 voire 39 ans. Et toute cette vieillesse, comme il l'a qualifié lui-même, lui était venue presque entièrement par surprise. Mais il comprenait bien que s'il avait vieilli, c'était moins par la quantité, pour ainsi dire, par la qualité des années vécues, et que si ces maladies commençaient, c'était plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. À le voir, il avait toujours l'air d'un fier gaillard. C'était un gars grand et fort, le poil abondant et sans la moindre trace de gris, ni dans les cheveux ni dans la barbe. Châtain clair, qu'il portait presque jusqu'à mi-poitrine. À première vue, il avait l'air un peu gauche et tassé, mais à y regarder de plus près, on remarquait tout de suite en lui un homme qui se tenait parfaitement
et qui jadis avait reçu une éducation du meilleur monde. Les manières de Velchaninov restaient toujours déliées, hardies et même pleines de grâce, malgré toute la morgue et tout le laisser-aller qu'il avait acquis. Et même jusqu'à présent, il était plein de la plus solide et de la plus insolente assurance mondaine. Une assurance dont lui-même peut-être ne soupçonnait pas les dimensions encore que non seulement il fut intelligent, mais il se montra quelquefois plein de bon sens, presque instruit et sans le moindre doute doué. Le teint de son visage ouvert et plein de santé se distinguait jadis par une douceur féminine et attirait l'attention des femmes. Maintenant encore, du reste, on le regardait. D'aucuns auraient pu dire qu'elle sentait frais comme l'œil. Et pourtant, cet homme frais comme l'œil se trouvait cruellement frappé d'hypocondrie. Ses yeux, grands et bleu ciel, eux aussi, 10 ans auparavant, avaient eu quelque chose de triomphant. C'étaient des yeux si clairs, si gais, si insouciants, qu'ils attiraient tous ceux qu'ils pouvaient rencontrer. À présent, avec la quarantaine, la clarté et la bonté s'étaient éteintes complètement dans ses yeux, déjà entourés de fines rides. On y voyait paraître, au contraire, le cynisme d'un homme fatigué et pas tout à fait moral, de la ruse, le plus souvent de la moquerie, et une nuance nouvelle qu'on ne leur avait encore jamais connue, une nuance de tristesse et de douleur, d'une sorte de tristesse distraite, pour ainsi dire sans objet, mais puissante. Cette tristesse, elle se révélait surtout quand il se retrouvait tout seul. Et chose étrange, cet homme chahuteur, joyeux et dissipé à peine 2 ans auparavant, cet homme qui racontait si brillamment des récits tellement drôles, il n'aimait rien à présent plus que de rester complètement seul. Il avait délibérément renoncé à un grand nombre de relations auxquelles il aurait pu, même à présent, ne pas renoncer, malgré la déroute définitive de ses affaires financières. Certes, la vanité jouait là un grand rôle. Soupçonneux et vaniteux comme il était, il ne pouvait plus entretenir ses relations anciennes. Mais sa vanité elle-même avait commencé à évoluer peu à peu dans la solitude. Elle n'avait pas diminué, au contraire même, non, elle s'était mise à dégénérer en une espèce de vanité particulière qu'il ne s'était même jamais connue. Elle s'était mise parfois à souffrir pour des raisons totalement différentes de celles qu'elle pouvait avoir auparavant, des raisons inattendues et auparavant tout à fait impensables, des raisons plus hautes que jusqu'alors, si seulement on peut s'exprimer ainsi, si réellement il existe des raisons plus hautes et des raisons plus basses. Cela, c'était lui-même qui l'ajoutait.
Oui, il en était là. Il se battait à présent avec il ne savait quelle raison haute, auquel auparavant il n'aurait même jamais réfléchi. Dans sa conscience et son fort intérieur, il appelait hautes toutes les raisons dont, à son étonnement, il n'arrivait pas du tout au fond de lui-même à se moquer, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'alors, au fond de lui-même évidemment. Haut dans le monde, c'était autre chose. Il savait parfaitement qu'il aurait suffi d'un concours de circonstances et dès le lendemain, à haute voix, malgré toutes les décisions secrètes et angéliques de sa conscience, il aurait renié le plus tranquillement du monde toutes ses raisons hautes et aurait été le premier peut-être à se moquer d'elle, évidemment, sans rien avouer du tout. Et c'était effectivement le cas, malgré une certaine et même considérable part d'indépendance d'esprit qu'il avait conquise ces derniers temps sur ces raisons basses qu'il avait dominées jusqu'alors. Et combien de fois lui-même, se levant de son lit le matin, commençait-il à avoir honte des pensées et des sentiments qu'il avait vécus au cours d'une nuit d'insomnie? Et lui, ces derniers jours, il souffrait tout le temps d'insomnie. Depuis longtemps déjà, il avait remarqué qu'il devenait extrêmement... depuis longtemps déjà, il avait remarqué qu'il devenait extrêmement soupçonneux pour tout, les grandes choses comme les petites. Et c'est pourquoi il avait décidé de se défier le plus possible de lui-même. Mais survenaient néanmoins des faits dont il n'y avait vraiment aucun moyen d'affirmer, dont il n'avait vraiment aucun moyen d'affirmer qu'ils n'existaient pas dans la réalité. Ces derniers temps, parfois la nuit, ses pensées et ses sensations se trouvaient complètement différentes de ce qu'elles étaient d'habitude. Et la plupart du temps, elles ne se ressemblaient pas du tout à celles qui se trouvaient être son lot pendant la première moitié de la journée. Cela l'avait sidéré. Il avait même pris conseil d'un médecin célèbre, un homme certes qu'il connaissait déjà. Évidemment, il avait commencé par plaisanter. La réponse qu'il avait obtenue fut que l'altération ou même le dédoublement des pensées et des sensations au cours des insomnies la nuit, et en général au cours de la nuit, était un fait commun chez les hommes qui ont des pensées fortes et des sensations fortes, et que des convictions d'une vie entière changeaient parfois d'un seul coup sous l'influence mélancolique de la nuit et de l'insomnie. Soudain, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, les décisions les plus fatales se trouvaient prises. Mais bien sûr, il y avait une mesure à tout, et si, au bout du compte, le sujet ressentait par trop en lui-même ce dédoublement, au point que l'affaire en arrivait à une souffrance, cela devenait le signe indubitable qu'une maladie s'était déclarée, et que donc il fallait tout de suite entreprendre quelque chose. Le mieux était de changer radicalement de mode de vie, de changer de régime alimentaire, voire d'entreprendre un voyage. Un laxatif, bien sûr, n'était pas superflu. Velchaninov refusa d'écouter plus loin, mais la maladie lui était complètement prouvée. Et donc tout ça, ce n'est qu'une maladie, toutes ces raisons hautes, une maladie, rien d'autre, s'exclamait-il parfois narquoisement à propos de lui-même. Il n'avait vraiment pas du tout envie d'accepter cela. Bientôt, du reste, ce furent aussi les matinées qui virent se répéter
ce qui ne s'était jusqu'alors produit que pendant ces heures nocturnes particulières. Mais cette fois, avec beaucoup plus de bile que durant la nuit, avec de la rage à la place du remords, du sarcasme à la place de l'émotion. Au fond, il y revenait de plus en plus souvent à la mémoire, soudain, et Dieu savait pourquoi, certaines aventures de sa vie passée, et d'une vie passée depuis longtemps, mais qui lui revenaient d'une façon bizarre. Depuis longtemps, par exemple, Velchaninov se plaignait de perte de mémoire. Il oubliait le visage de gens qu'il connaissait. Et ces gens, quand ils le voyaient, se sentaient vexés. Un livre qu'il avait vu 6 mois auparavant disparaissait au cours de ces 6 mois d'une façon parfois totale. Et quoi, malgré cette perte flagrante et quotidienne de la mémoire, perte qui l'inquiétait beaucoup, tout ce qui concernait le passé le plus lointain, ce qui avait été oublié pendant 10 voire 15 ans, tout cela donc soudain, parfois à présent, lui revenait à la mémoire, mais avec une précision si stupéfiante dans les impressions et les détails que c'était comme s'il les revivait une nouvelle fois. Certains des événements qui lui revenaient étaient si profondément oubliés que le seul fait qu'ils puissent lui revenir lui paraissait déjà miraculeux. Et ce n'était pas encore tout, car qui parmi les gens qui ont vécu un petit peu largement n'a pas un certain genre de souvenir? Le problème est que tous ces faits qui lui revenaient à la mémoire lui revenaient à présent avec une sorte de point de vue inattendu, complètement nouveau sur le fait en question. Un point de vue comme fabriqué par il ne savait pas trop qui, et qui jusqu'alors lui avait été complètement inenvisageable. Pourquoi certains de ses souvenirs lui apparaissaient-ils à présent comme presque des crimes? Et le problème n'était pas le seul verdict de son esprit. Il n'aurait accordé d'ailleurs aucune confiance à son esprit sombre, malade et taciturne. Mais cela en venait aux malédictions, pour ne pas dire aux larmes, si ce n'est physiques, du moins morales. Lui, voilà à peine 2 ans, si on lui avait dit qu'il se mettrait à pleurer, il n'y aurait pas cru. Au début, du reste, lui revenaient des choses plutôt sentimentales que sarcastiques. Lui revenaient certains échecs mondains, certaines humiliations. Lui revint par exemple la façon dont il avait été calomnié par un intrigant, suite à quoi on avait cessé de le recevoir dans une certaine maison. Comment par exemple, et il n'y avait pas si longtemps, il avait été positivement et publiquement injurié et n'avait pas répondu par un duel. Comment un jour, il s'était trouvé désarçonné par une épigramme des plus spirituelles dans un cercle de dames des plus avenantes. Et lui, il n'avait pas su trouver quoi répondre. Lui revinrent aussi 2 ou 3 dettes non payées, insignifiantes certes, mais des dettes d'honneur et contractées auprès de personnes qu'il ne fréquentait plus et dont il racontait déjà du mal. Un autre tour de souvenir le torturait aussi, mais pendant les minutes de bile les plus noires, celui de ces 2 fortunes dilapidées de la façon la plus stupide. Fortunes dont chacune était considérable. Mais bientôt revinrent aussi des choses plus hautes. Soudain, par exemple, comme ça, sans raison, lui revenait, il avait oublié cela au plus haut point, la silhouette d'un brave petit vieillard,
un fonctionnaire aux cheveux gris, très cocasse, qui l'avait humilié un beau jour. Il y avait de cela des éternités, en public et impunément, juste par fanfaronnade. Juste pour ne pas laisser perdre un calembour très drôle et très réussi qui lui avait acquis de la gloire et qu'on avait répété par la suite. Ce fait, il l'avait tellement oublié qu'il n'était même plus capable de se souvenir du nom de ce petit vieux, même si à la seconde, toute l'atmosphère de l'aventure se représenta à lui avec une clarté incompréhensible. Il se souvint clairement que le petit vieux prenait alors la défense de sa fille, qui vivait avec lui et était restée vieille fille, et sur laquelle des bruits avaient commencé de courir dans la société. Le petit vieux s'était mis à répondre et à s'énerver, quand brusquement il avait éclaté en sanglots devant toute la société, ce qui avait même produit une certaine impression. On avait fini par le saouler au champagne. On avait fini par le saouler au champagne ce jour-là, histoire de rire. Et on avait bien ri. Et quand à présent, pour rien, sans raison, Velchaninov se souvint de la façon dont le petit vieux sanglotait et se cachait, tel un enfant, le visage dans les mains, il lui sembla soudain que c'était comme s'il ne l'avait jamais oublié. Et chose étrange, à l'époque, tout cela lui paraissait très drôle. À présent, c'était le contraire. Et justement, les détails, oui, justement la façon dont il se cachait le visage dans les mains. Ensuite, il se souvint comment, juste pour plaisanter, il avait calomnié la très jolie épouse d'un certain maître d'école, et comment la calomnie était venue aux oreilles du mari. Velchaninov avait bientôt quitté cette petite ville et ne savait quelles avaient été alors les suites de sa calomnie, mais à présent, soudain, il se mit à l'imaginer, ce qu'elles avaient pu être ses suites. Et Dieu sait à quoi son imagination en sera arrivé si soudain ne s'était pas représenté à lui un autre souvenir beaucoup plus proche, celui d'une jeune fille, simple bourgeoise, qui même ne lui plaisait pas, et donc et dont, pour tout dire, il avait honte, oui, mais avec laquelle, sans savoir pourquoi, il avait eu un enfant, puisqu'il l'avait abandonné avec l'enfant sans même lui faire ses adieux. Certes, il n'avait pas eu le temps quand il était parti de Pétersbourg. Cette jeune fille, il l'avait recherchée pendant toute une année, mais il n'avait pas pu la retrouver. Du reste, ce genre de souvenir, il s'en révéla presque des centaines, et c'était même comme si chaque souvenir en entraînait des dizaines d'autres. Petit à petit, ce fut aussi son amour-propre qui se mit à souffrir. Nous avons déjà dit que son amour-propre avait dégénéré en quelque chose de particulier. Certes, à certaines minutes, rares du reste, il en venait parfois à s'oublier lui-même au point qu'il n'avait même plus honte de ne pas posséder son équipage, de courir à pied de tribunaux en tribunaux, d'être devenu un peu négligé dans sa mise. Et s'il était arrivé que tel ou tel de ses anciens amis le toisa d'un regard ironique dans la rue, ou se mit en tête tout simplement de ne pas le reconnaître, lui vraiment, il aurait eu assez d'arrogance pour ne pas même faire la moue. Ne pas faire la moue sérieusement, et pas comme ça, juste pour l'apparence. Bien sûr, cela n'arrivait pas tous les jours,
C'était juste des minutes d'énervement et d'oubli de soi. Mais malgré tout, peu à peu, son amour-propre s'éloigna des anciennes raisons. Mais peu à peu, malgré tout, son amour-propre s'éloigna des anciennes raisons pour se concentrer sur une seule question qui lui revenait à l'esprit sans cesse. Tiens, commençait-il parfois à se dire sur le mode satirique. Et quand il pensait à lui, il commençait presque toujours par le mode satirique. Il y a quelqu'un, tiens, je ne sais pas, qui se soucie de corriger ma moralité et qui m'envoie ses maudits souvenirs et ses larmes de repentir. Bon, soit, mais à quoi bon? Tout ça, c'est juste du tir à blanc. Est-ce que je ne sais pas, clair comme de l'eau de roche, que malgré ses repentirs en larmes et ses autoflagellations, moi, je n'ai pas la moindre goutte d'indépendance, malgré toute la stupidité de mes 40 ans. Parce que si demain une tentation pareille se présentait à moi, que les circonstances, disons, se retrouvent, que, ce, que ça me rapporte un tant soit peu de faire courir le bruit que la femme du maître d'école a reçu des cadeaux de moi, je le ferais courir ce bruit sans hésiter. Et l'affaire serait encore pire, hein, encore plus sale que la première fois, parce que cette fois-ci, ce serait la deuxième fois, pas la première. Qu'il m'offense encore, là maintenant, ce petit prince, ce fils unique à sa maman, à qui j'ai démoli la jambe d'un coup de pistolet il y a 11 ans de ça, mais je le provoque encore, et je lui en mets une deuxième de jambe de bois. Bien sûr que c'est du tir à blanc, donc pour ce que ça sert. Et à quoi bon se souvenir quand je ne suis même pas capable de m'en sortir avec moi-même comme il faudrait. Et même si l'histoire de la femme du maître d'école ne se reproduisait pas, même si il ne mettait plus personne sur une jambe de bois, la seule pensée que cela devrait inéluctablement se reproduire si les circonstances se retrouvaient, n'était pas loin de le tuer, de temps à autre. Ce n'est quand même pas tout le temps qu'il faut souffrir de ses souvenirs. On a aussi le droit de souffler, de jouer un peu, pendant les entr'actes. C'est ce que faisait Velchaninov. Il était prêt à jouer un peu pendant les entr'actes, mais tout de même, plus ça allait, plus la vie à Pétersbourg lui déplaisait. On en était presque au mois de juillet. Paraît clair, la décision de tout laisser tomber, même son procès, fusait parfois dans son esprit. Partir quelque part, sans se retourner comme ça, brusquement, comme par hasard, n'importe où, en Crimée, tiens, mettons. Pourtant, une heure plus tard, d'habitude, il méprisait déjà cette idée, il se moquait d'elle. Ces saletés d'idées, ce n'est pas d'aller dans le sud qui les arrêtera, puisqu'elles ont commencé, et que je venais, ne serait-ce qu'une ombre d'honnêteté, et bien donc, il n'y a pas à les fuir. Et, ça ne sert à rien. Et puis, à quoi bon fuir, continuait-il, noyant son chagrin dans la philosophie. Ici, il fait si lourd, il y a tellement de poussière. Ici, dans cette maison, tout est si sale. Dans ces tribunaux où je tourne en rond,
entre tous ces hommes d'affaires, on dirait des souris qui grouillent. C'est une telle cohue dans les soucis. Sur tous ces gens qui sont restés en ville, tous ces visages qui fusent devant moi du matin jusqu'au soir, on peut lire si naïvement, si sincèrement leur amour-propre, leur insolence toute franche, toute la lâcheté de leurs petites âmes, de leurs sales petits cœurs de poulet. Non, sûr, c'est un paradis pour l'hypochondriaque, parlant le plus sérieusement du monde. Tout est franc, tout est clair, tout prouve qu'il est même inutile de se cacher. Comme, je ne sais pas, chez nos dames, dans les dachas ou bien aux zoos à l'étranger. Et donc, tout est beaucoup plus digne du respect le plus total. Déjà, rien que pour cette franchise et cette simplicité. Je ne pars pas. Je veux crever sur place. Mais je ne pars pas.